Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission économique sur LCM. Nous allons évoquer aujourd'hui le transport sanitaire. C'est un secteur d'activité important dans le monde de l'économie et de la santé. C'est aussi un sujet qui nous concerne tous parce que nous avons eu sans doute des proches ou nous-mêmes qui avons été amenés à circuler dans ces véhicules sanitaires. Alors Thierry Schifano, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération du transport sanitaire et puis vous êtes accompagné pour cette émission par Madame Laurence Lac, qui est le directeur adjoint de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie, et Monsieur Norbert Nabé, qui est le directeur général adjoint de l'ARS, l'Agence régionale de santé pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, c'est ce qu'on appelle les ambulances, le transport sanitaire en général. Quel est l'état aujourd'hui des lieux? Que peut-on dire de ce secteur d'activité, Thierry Schifano? Alors, ce qu'on peut dire sur ce secteur d'activité sur le plan national, oui, c'est 5200 entreprises. D'accord. C'est 54 000 salariés, oui, c'est 14 000 véhicules sanitaires légers et 13 000 ambulances. Et une dépense globale pour l'assurance maladie de 3,5 milliards. D'accord. Un secteur qui se développe aujourd'hui en fonction du temps qu'on demeure à l'hôpital ou dans une clinique? Alors, c'est un secteur qui se développe, certes, mais ce développement est lié à des choix politiques. Oui. J'en parlerai de 5 qui me viennent tout d'abord à l'esprit. Le premier, c'est que le gouvernement a souhaité développer la médecine ambulatoire. D'accord. Le deuxième, c'est de mettre plus... Donc en gros, ça veut dire qu'on reste de moins en moins longtemps à l'hôpital. On reste de moins en moins à l'hôpital. Ça ne signifie pas systématiquement du transport, bien sûr, mais ouais, le transport peut se développer. Le deuxième point est dans la dotation hospitalière, une part plus active de l'activité, du paiement à l'activité, ce qu'on appelle l'AT2A. D'accord, bon, c'est un peu technique, ouais. Oui. Ouais. Le troisième élément, c'est qu'au niveau du transport, il existe deux payeurs. Oui. Le payeur assurance maladie, oui, ce qu'on appellera vulgairement l'enveloppe de ville. D'accord, donc qui est représentée par Madame Lac sur ce plateau. Et la partie hospitalière, puisque oui, lorsque vous êtes à l'hôpital, c'est à la charge de l'hôpital de vous prendre en charge le transport. D'accord. Les textes ont besoin d'une clarification, et effectivement, là, ça va amener un volume supplémentaire de transport. D'accord. Deux autres éléments forts, c'est le développement, malheureusement, des maladies chroniques, et du vieillissement de la population. Voilà les 5 axes qui vont nous permettre d'avoir un développement de croissance. Mais cette croissance, malheureusement, n'est pas du tout adaptée à notre métier. C'est qu'aujourd'hui, si on ne vient pas parler organisation, si on ne vient pas parler optimisation, on ira à la chasse au gaspillage, mais on n'ira pas dans l'optimisation et on ne sera pas dans la recherche de nouveaux modèles économiques. D'accord. Alors ce que je vous propose, et puis après on donnera la parole à nos deux autres invités, c'est de voir un premier sujet qui va nous montrer à la fois le décor et l'envers du décor pour votre métier, et puis on se retrouve sur le plateau dans quelques instants pour continuer à discuter de ce sujet. Allô ? Une ambulance missionnée par le SAMU pour récupérer un malade avec une urgence dite relative, c'est-à-dire pour un transport de moins de 30 minutes. C'est plus fréquent qu'on ne le croit, plus de 30 000 fois par an dans le département. Et les demandes du centre 15 sont régulées ici. Je regarde le secteur d'activité. Après, donc, je vais donner les coordonnées à l'ambulancier privé. Le nom du patient, le numéro de dossier, les coordonnées, c'est-à-dire l'adresse du patient, le numéro de téléphone. Je vais également lui préciser l'âge, le sexe de la personne, la pathologie, et donc après sur quel hôpital il est attendu. Et donc après, si l'ambulancier privé, bon, pas de souci, il va faire son transport. S'il a un souci, il va nous contacter directement ou il va contacter directement le SAMU pour voir régler le problème. Si l'état du patient s'est dégradé, s'il faut le transporter sur un autre hôpital, il faut respecter exactement ce que nous donne le SAMU. Il ne faut pas interpréter, il faut transmettre exactement les données qu'on a reçues. Et dans ce centre qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, on gère également tous les autres transports non urgents. Les demandes de transport qu'on envoie par informatique. Donc là, il y a toutes les listes de toutes les sociétés. Quand il y a des demandes qui sont envoyées, l'établissement se met en rouge. Donc je vais dessus et je gère les demandes qui apparaissent sur l'établissement. Dessus, j'ai la date de transport, le service de départ, là où le patient est attendu, le mode de transport, ambulance ou VSL, les coordonnées du patient, son nom, son prénom, date de naissance, numéro de sécu. J'ai le numéro de chambre. Et toutes les demandes sont aussi numérotées par le service. Et après, on garde tout est archivé. Et s'il y a un souci, on peut retourner dessus, voir la commande qui nous a été passée.
800 appels et 1200 transports à coordonner chaque jour. Mieux vaut rester bien concentré. Et à chacun sa tâche. Ici, on gère le covoiturage de malades. Par rapport à la Sécu, pour faire des économies. Voilà. Comme la Sécu nous demande de ça, pour ça on fait des rabattements sur les prix pour la Sécu. Comme la Sécu déjà est en déficit, donc voilà, c'est pour ça. Il y en a beaucoup qui demandent? Oui, il y en a pas mal qui demandent. Et nous on regroupe, quand on peut on regroupe quoi. Avec 5 régulateurs par jour, 4 standardistes et 3 préposés aux gestions de transport, ce centre gère le flux sur les Bouches-du-Rhône, mais également à Nice, Briançon et Gap. Voilà, vous voyez donc un petit peu ce qu'il y a derrière l'envers du décor quand vous prenez ou quand un de vos proches prend une ambulance ou un VSL, hein, c'est les termes qu'on a employés. Je vais donc m'adresser à vous deux, Madame Lac, Monsieur Nabet, par rapport aux propos de Thierry Schifano, par rapport à la politique générale de santé. On va peut-être commencer avec l'ARS sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on va vers une médecine dite ambulatoire, ça veut dire qu'on va forcément développer ce type de service. Est-ce que c'est un service aujourd'hui qui est adapté, qui correspond en termes de qualité, en termes de prix? On a vu que c'était quand même souvent des acteurs privés, donc la personne qui va à l'hôpital en général, elle considère qu'on est dans un système de remboursement, mais là on est face à des acteurs privés. Tout cet équilibre, comment vous le voyez, comment vous voyez son avenir? Ce qui est très intéressant, c'est l'explication de l'évolution générale du système, hein, qu'on constate depuis un certain nombre d'années, qui est basée sur le fait d'essayer de réduire l'installation en médecine, en chirurgie, en obstétrique, oui, dans le court séjour, hein, puisqu'on part du principe que le patient est mieux chez lui tant qu'il peut le rester dans les meilleures conditions. Donc l'idée, c'est d'organiser la prévention, la prise en charge sanitaire aiguë, la prise en charge médico-sociale, les soins de plus longue durée autour de ce domicile. Et donc forcément, on a du coup recours à différents services et prestations, de temps en temps qui viennent au domicile, mais le plus souvent qui sont dispensés dans des établissements très spécialisés que par ailleurs on est en train de regrouper pour des exigences de qualité et de sécurité. Puisque les techniques évoluent et c'est tant mieux pour l'ensemble de la population, ce qui fait qu'on est obligé de regrouper ce qu'on appelle les plateaux techniques, hein, qu'il s'agisse de dialyse, de chimiothérapie, qu'il s'agisse d'interventions de plus en plus spécifiques. On a besoin d'un encadrement extrêmement important, donc du coup il va falloir faire déplacer le patient beaucoup d'un point à un autre, de son domicile à ces différents points. Donc dans ces conditions, naturellement, le rôle du transport est prépondérant. Naturellement, ça augmente de fait les dépenses consenties par la collectivité générale pour pouvoir financer ces transports, puisqu'il n'est pas question du fait de modifier la prise en charge pour plus de qualité, d'augmenter le reste à charge aux populations. En revanche, c'est une forme de cohérence, parce qu'on va avoir des gens qui vont peut-être se déplacer une seule fois, alors qu'avant, ils faisaient plusieurs déplacements sur des sites différents, à des... parfois un jour après l'autre, alors que là on peut peut-être les prendre en charge sur une seule opération, sur une seule journée. Alors on peut avoir ce genre de situation. Ce qu'on tend à éviter, c'est les hospitalisations trop longues, parce que ce qui coûte extrêmement cher au système sont les journées d'hospitalisation. Évidemment, la masse des petites dépenses coûte aussi très cher, pour finir, mais je pense que même Madame Lac présentera ça avec beaucoup plus de précision que je ne peux le faire. Mais en tout cas, l'idée, c'est dans la mesure où les gens vont pour des soins itératifs, et c'est ce qui a été fait, ou pour quitter, on interagissent beaucoup plus avec les établissements. Donc ça veut dire des soins répétitifs, c'est ça. Ou en tout cas, sont amenés à entrer et à sortir des établissements ou à aller en consultation externe, et donc doivent être transportés pour ceux qui doivent l'être, puisque beaucoup de patients se déplacent par leurs propres moyens, mais on a un certain nombre de cas complètement incompressibles dans lesquels il faut absolument accompagner ces patients. Donc dans ce cas-là, on voit tout de suite que le fait de mettre 1, 2 ou 3 ou 4 personnes par voiture change considérablement la donne. On voit tout de suite que de pouvoir libérer une chambre dans la matinée pour pouvoir éventuellement la remobiliser pour un autre patient, mais sans mettre pour autant le patient sur le trottoir à attendre que quelqu'un veuille bien venir le chercher, tout ça a un Alors ça, c'est deux points sur lesquels on insistera tout à l'heure avec des reportages, cette notion de covoiturage et puis le fait d'une sorte de salle d'attente, mais qui sont plutôt des salles de sortie, donc pour pouvoir réguler en quelque sorte ce qu'on peut appeler un trafic automobile, quelque part. Alors l'aspect financier peut-être maintenant avec Madame Lac, parce que tout ça évidemment ça coûte de l'argent, c'est même un coût aussi écologique, quand on voit les déplacements en ville, les problèmes aussi de coût de l'énergie. Comment on arrive à équilibrer cette politique qui consiste à dire, d'un côté il y aura peut-être moins de frais à l'hôpital, mais il y aura plus de frais de déplacement. Alors déjà, moi je voulais apporter une précision par rapport à ce qui a été dit en préambule,
l'assurance maladie n'est pas que le payeur de la médecine de ville, mais finance aussi bien évidemment toutes les prestations hospitalières, tout l'hôpital, les prestations hospitalières représentant même plus de la moitié quasiment des prestations versées par une caisse primaire d'assurance maladie. Donc on a intérêt finalement à maîtriser cette dépense sur tous les fronts. Alors concernant donc le rôle spécifique de l'assurance maladie, vous le savez, déficit de la sécurité sociale, donc de plus en plus l'assurance maladie a ce rôle de maîtrise des dépenses de santé. Nous, notre maître mot, c'est finalement dépenser mieux pour soigner mieux. Et dans ce cadre-là, la dépense de transport, c'est un enjeu majeur pour l'assurance maladie. Pourquoi? Parce que cette dépense de transport, elle est importante. En milliards d'euros sur la France entière, près de 3 milliards d'euros quand même consacrés chaque année à la dépense de transport, tout mode de transport confondu. Pour le département des Bouches-du-Rhône, qui nous préoccupe ici, c'est quand même 122 millions d'euros en 2012. Et surtout, dans le département des Bouches-du-Rhône, on a une petite atypie quand même. C'est-à-dire que ce département, c'est un département qui présente une tonalité particulière. Par rapport au reste de la France. Par rapport au reste de la France, parce qu'on a beaucoup de dépenses de santé dans le département. Et sur la dépense de transport en particulier, on a une dépense de transport moyenne par bénéficiaire protégé qui est à peu près d'un tiers supérieure à celle de la moyenne nationale. Donc pour nous, bien évidemment, maîtriser cette dépense va présenter une tonalité particulière et un intérêt tout particulier. Parfait. Alors, en matière donc, de maîtrise des dépenses de santé, on peut dire que maintenant on a un métier, on est un petit peu aguerri en la matière. Et on travaille d'ailleurs aussi avec l'Agence régionale de santé, à qui le législateur a confié d'ailleurs un rôle général de régulation du système de soins. Et pour maîtriser la dépense de santé, et notamment la dépense de transport, on va aller sur de nombreux fronts. On en parlera peut-être tout à l'heure avec vous. Ce que je vous propose, c'est de voir en effet les nouvelles solutions, et donc celle du covoiturage. Avant de lancer le sujet, peut-être un mot sur ces nouvelles techniques et puis comment vous adaptez vos entreprises en fait à cette nouvelle politique, Thierry Schifano. Ce n'est pas une nouvelle technique, c'est simplement une vision nouvelle du transport. Je pouvais parler d'écologie aussi. Et comme nous sommes quand même sur un métier qui a un porte de croissance entre 5 et 6% par an, cette croissance nous permet d'aller dans l'optimisation et de développer le covoiturage. Mais je voudrais juste rappeler que le covoiturage, ce n'est pas un covoiturage sauvage. Ça se fait de façon structurée, ça se fait par service, ça se fait en accord avec le monde de la santé et bien évidemment aussi le patient. Quelques mots, mais on va le voir tout à l'heure dans le reportage, ces incubateurs que nous avons mis en place sur le département des Bouches-du-Rhône ont permis une économie de 150 000 € par an et de plus de 420 000 km, puisqu'on parlait d'écologie, on voit bien que là aussi le covoiturage sert à l'intérieur. Et on regarde les images tout de suite. Le compte est bon, un transport sanitaire pour un, non, pour 2 patients, aujourd'hui habitués et convaincus par ce système. C'est pratique, ça évite d'utiliser plus d'ambulances. Et ma foi, c'est agréable, au moins on n'est pas seul. Le temps passe plus vite. Bien sûr, tous les patients covoiturés sont volontaires et coordination oblige, ils ne sont pas regroupés au hasard. Disons qu'on fait ça par rapport à la pathologie du patient, s'il peut monter devant, derrière et surtout son lieu d'habitation. C'est-à-dire qu'on regroupe, par exemple, s'il y a 2 personnes sur Gardanne, on fait des regroupements Calas, Cabriès, Les Milles. Voilà, et en général, ça se passe bien, même très bien, parce que même les gens parlent entre eux, ça fait une bonne ambiance dans le véhicule. Et ici, le covoiturage, ce n'est pas vraiment une nouveauté, il est proposé depuis 25 ans maintenant, par souci surtout du geste citoyen. Lorsqu'on veut préserver son système de santé, je crois que chacun doit contribuer aux économies en la matière. Voilà. Donc c'était vraiment le but de vraiment réaliser des économies en matière de dépenses de santé. Là, il y a une vraie économie D'après les chiffres qui m'ont été donnés, sur une année, c'est une économie pour notre seul établissement d'environ 60 000 €. Ensuite, il y a aussi une économie qui, moi, me touche personnellement, c'est le fait que, on économise, d'après aussi les informations qui m'ont été données, pratiquement 250 000 km par an. Donc, en termes d'environnement, je crois que c'est quand même très important. Et au final, une économie certaine, 25% pour 2 malades et jusqu'à 40% pour 3 patients dans un même véhicule. Voilà, on voit bien en effet l'économie qu'on peut réaliser avec ce système. L'aspect un peu psychologique, quand on prend un transport médicalisé ou un transport sanitaire, on se dit je ne suis pas forcément dans une situation très, très agréable. Le fait d'être plusieurs, ça renforce des liens, c'est agréable, c'est facile, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire au retour d'expérience en quelque sorte? C'est évident qu'il faut communiquer auprès du patient. Il faut communiquer auprès du patient et nous, notre discours aujourd'hui, c'est d'essayer de faire prendre conscience en fait. Il faudrait que chaque acteur du
du système de soins, que ce soit le patient, l'assuré, le professionnel de santé, le transporteur, prennent bien conscience de la nécessaire survie de ce système de protection sociale auquel on est tous très attachés, et de la nécessité aussi de faire des économies, bien sûr des économies bien pensées, hein, loin de nous l'idée de mettre en place un covoiturage sur certaines pathologies, bien sûr. Je pense à des pathologies infectieuses par exemple ou autres, mais c'est pas le covoiturage, c'est intéressant certes, mais c'est pas la seule piste pour nous hein, en matière d'action. Hein. Sur cette approche covoiturage, qu'est-ce qu'on peut en dire, monsieur Nabé? Je n'ai à en dire que du bien, hein. On est sur une mesure que je qualifierais quasiment de bon sens. Ouais. Il faut juste accompagner un petit peu, que les acteurs du système discutent entre eux et essayer d'imaginer dans le champ immense, hein, on en a souvent, de ce que permet la loi aujourd'hui, tout un tas de méthodes qui améliorent et la qualité, et le confort, et la rentabilité des acteurs industriels, et les comptes de l'assurance sociale. Je pense qu'on a un intérêt bien compris, bien partagé, et une initiative qu'on encourage et qu'on essaiera de Alors les professionnels du secteur, ils partagent tout ça? Complètement. Je voulais apporter un complément fort, c'est qu'on s'aperçoit que le covoiturage permet une solidarité différente. C'est le seul moment où il n'y a pas de thérapeutique, où il n'y a pas de monde de santé, et les gens peuvent s'exprimer et se changer entre guillemets l'esprit et être beaucoup plus solidaires un entre les autres. Et puis la grande question qu'on se posait, c'était pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en rééducation fonctionnelle, le seul moment qu'on ne partage pas, c'est le moment du transport. C'était dans des axes beaucoup plus forts qui sont par exemple la chimiothérapie. Le seul endroit qui n'était pas partagé était le transport. Salle ouverte, accueil aux 2 jours partagé. Et on s'est aperçu qu'une solidarité est née entre les patients à ce niveau-là. Et au contraire, c'était un moment très prisé par les... Pour les opérateurs, pour les chauffeurs, pour les personnes qui travaillent dans vos entreprises, c'est plus facile? C'est aussi quelque chose qui est intéressant? Vous avez réussi à le mettre en place sans trop de difficultés? Non, la grande difficulté que nous avons mis en place, c'est de dire que le transport rentre à l'intérieur d'un parcours de santé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours une discussion qui se fait en amont du transport pour organiser ce covoiturage par rapport au lieu d'habitation de la personne, par rapport notamment sur la chimiothérapie, par rapport à leur pathologie, par rapport à leur programme, par rapport au lieu d'habitation pour la rééducation fonctionnelle. Et ces éléments-là ont permis de les développer. Et effectivement, lorsqu'on parle de covoiturage, mais comme l'a dit Mamela, sans explication, ça peut faire peur. On imagine le covoiturage sauvage, on prend un patient à Gardanne, l'autre à Aix, alors que c'est pas du tout comme ça que ça s'organise. C'est fait essentiellement par service dans l'établissement et essentiellement sur 4 pathologies qui sont l'hémodialyse, la rééducation fonctionnelle, la chimiothérapie et la radiothérapie. C'est là qui quand même dépense plus de 90% de la dépense d'assurance maladie sur le transport. Voilà, et c'est donc une responsabilisation aussi, en quelque sorte, des consommateurs, hein, si on peut dire, des services de santé, si on peut voir les choses de cette façon. On va maintenant voir une autre initiative qui correspond aussi à ces mêmes problématiques, qui est celle des salles de sortie. On regarde les images et on se retrouve sur le plateau. L'objectif ici est de maîtriser les flux des patients entrant et sortant des services de soins. Une idée très simple mais qui change tout pour tout le monde. Non, je ne le savais pas et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En plus, je suis accueillie par une hôtesse d'accueil, quoi. C'est vraiment ça. Et qui prévient le service de ma présence. On n'est pas mélangé avec tout le monde et c'est un accès réservé. Et on se sent moins livré à nous-mêmes, voilà. Dans ce salon d'accueil, on met les patients qui sont sortants du jour à partir d'une certaine heure. Donc ça permet de libérer les lits et de faire les chambres plus rapidement afin d'accueillir les nouveaux entrants. Et puis quand les chambres sont pas prêtes pour les nouveaux arrivants, ça permet donc de les accueillir rapidement et de leur offrir vraiment déjà une première prise en charge. Pour la gestion entre les services de soins et les ambulanciers, tout est indiqué ici dans ce logiciel. Ainsi, les patients n'attendent plus dans les couloirs et les lits d'hospitalisation sont prêts plus rapidement pour accueillir d'autres malades. C'est simple et pourtant effectivement on ne le faisait pas et c'est pas fait ailleurs. C'est la preuve que l'innovation, c'est aussi dans l'organisation et dans le quotidien de la prise en charge qu'on doit effectivement bousculer les choses et trouver de nouvelles solutions. Depuis 1 an et demi, le premier point, et d'ailleurs c'était le plus immédiat, c'est les patients et leurs accompagnants sont ravis.
ils sont très contents. Ça, en soi, déjà, c'était un plus. Et puis, effectivement, dans les services de soins, le fait qu'on ne soit pas gêné dans la gestion de ces lits, qu'on soit embarrassé parce qu'on n'arrivait pas bien à prendre en charge les gens, donc dans les services, les médecins, infirmières, soignants nous disent effectivement que c'est devenu plus simple. Un coup de pouce d'autant plus appréciable qu'à Clerval, on enregistre chaque année quelques 150 000 passages, tous services confondus. Voilà, et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui appartient à ce parcours de santé que vous citiez tout à l'heure. Les gens qui vont nous regarder vont dire mais c'est quand même avant tout pour faire des économies, pour pouvoir libérer les chambres plus tôt, pour pouvoir faire en sorte que les personnels nettoient les chambres, etc. Il y a quand même derrière tout ça aussi une notion un peu plus philosophique de ce parcours de santé, monsieur Nabet. Oui, absolument. L'idée du parcours de santé, c'est le bon soin au bon moment pour la bonne personne, et c'est pas de laisser quelqu'un pendant des heures attendre sur le trottoir ou plus qu'il ne faut dans des établissements de court séjour, de long séjour ou de moyen séjour. Et je pense que le fait d'arriver à faire des économies, ce qui n'est pas du tout antinomique d'une amélioration de la qualité et du bien-être de chacun, c'est devenu, on le sait maintenant depuis longtemps, une nécessité absolue dans tous les domaines de la société, qui plus est quand on est sur une base de dépenses socialisées, c'est notre argent à tous. Je pense que tout le monde sera satisfait de savoir qu'avec notre argent à tous, on arrive à faire plus de choses pour plus de monde, et en plus qu'on améliore la qualité, le bien-être des patients et des soignants. Ce qui est mais alors, on parlait de responsabilisation, là on va parler un peu de rationalisation. C'est facile de gérer ça aujourd'hui dans les hôpitaux, de changer les habitudes, de revoir les organisations, parce que ça nécessite quand même une organisation complètement repensée là, dans les hôpitaux et les cliniques. Non, mais je pense que dans le domaine sanitaire, le changement, comme partout, c'est quelque chose qui s'accompagne, qui s'organise et sur lequel il faut communiquer, sur lequel il faut un peu de pédagogie et du temps et un peu de technique. Et je pense qu'on apprend depuis quelques années maintenant qu'on est en train de faire considérablement évoluer le système. Maintenant, je pense que les gens sont dans une espèce de logique d'optimisation un peu continue et qu'il ne faut pas qu'on attende la mesure cataclysmique qui, soi-disant, va tout changer. On est dans un réglage fin de l'ensemble du dispositif au fur et à mesure, et les nouveaux managers des établissements, les nouveaux médecins, les responsables de pôle et même l'ensemble des personnels sont vraiment dans cette logique de management, d'amélioration de l'organisation continue qui en plus confère un confort et un intérêt au travail plus important que quelque chose de probablement plus statique. Je vois pas ça du tout comme une espèce d'attitude de père fouettard qui viendrait forcément... C'est pas la révolution, c'est une évolution qui doit se faire en douceur. Sur l'aspect financier par rapport à ce dispositif précis, Madame Oui, Lac, tout à fait. Moi, je rejoins tout à fait Monsieur Nabet. Le changement, c'est avant tout quelque chose de pragmatique. C'est-à-dire que nous, finalement, on fonctionne beaucoup, notamment avec les établissements, avec les transporteurs, dans le cadre du dispositif expérimentaux. On commence par expérimenter un certain nombre de choses, et puis finalement, si ça marche, ensuite on peut généraliser. Par exemple, on a mis en place avec l'ARS, les transporteurs, une convention avec l'hôpital de Martigues pour les patients dialysés. Dans cette convention, il y a des choses toutes simples. Il y a par exemple faire en sorte de grouper les consultations à l'hôpital avec les séances de dialyse. Ne serait-ce qu'avoir fait ça sur 6 mois, ça fait économiser 20 000 €. Vous allez me dire 20 000 € sur 122 millions, c'est pas énorme. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, exactement. Et c'est surtout une expérimentation qu'on pourra ensuite généraliser à d'autres établissements. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que derrière le transport, ou devant plutôt le transport, ou avant le transport, il y a la prescription de transport. Et nous, notre objectif, Assurance Maladie, c'est de travailler avec les prescripteurs, qu'ils soient dans leur cabinet de ville ou qu'ils soient dans l'établissement hospitalier, pour bien leur rappeler déjà les référentiels réglementaires, parce que là, on n'est pas dans le vide, on a des référentiels réglementaires qui sont très précis. Il ne faut pas oublier que pour bénéficier d'un transport, il faut présenter une déficience ou une incapacité qui vous conduit à ne pas pouvoir vous déplacer par vos propres moyens. Ça, c'est déjà la raison numéro 1 du transport sanitaire. Et on veille également à faire en sorte que le mode de transport qui est prescrit soit bien adapté à l'état de santé du patient. Pour être transporté en ambulance, il faut être transporté, il faut avoir une pathologie qui nécessite d'être transporté couché ou allongé. Il y a une forme de régulation qui se rapproche de ces notions de responsabilité. Mais directement, donc, en essayant d'avoir des actions pédagogiques auprès des prescripteurs de transport. Alors Thierry Schifano, toutes ces contraintes juridiques, d'évolution, comment vous les vivez dans votre métier, dans votre profession? C'est vrai qu'on voyait souvent les personnes qui conduisent ces véhicules, les ambulanciers, comme des gens assez libres de leur métier, de leur activité. Bon, là, on est quand même dans un cadre qui apparaît un peu plus contraint. Vous faites passer ça comment à vos équipes? Alors, ce n'est pas une contrainte. Tout d'abord, ce que je voudrais aussi dire, c'est que je parle au nom de notre fédération, mais avec 3 autres fédérations qui sont la Fédération nationale des ambulanciers privés, la Fédération des ambulanciers agréés et notre fédération, nous avons fait un plan stratégique 2012-2015 qui a été repris pour partie par le gouvernement, notamment dans les lois de finances 2014.
Parce que la véritable contrainte que nous avons, c'est comment nous, demain, nos entreprises continuent à vivre. Comment on continue à faire vivre 53 000 familles. Aujourd'hui, il est clair que si nous ne changions pas notre modèle économique, nous allions à la disparition. Puisque ce n'est pas avec 0,2% de marge qu'on est capable de faire pérenniser nos entreprises. Tout ce que vous pouvez appeler comme contrainte, pour nous, ce sont des véritables valeurs ajoutées. Et une véritable nouvelle pensée du transport sanitaire. Et concrètement, des gains de productivité. Et des gains de productivité, c'est qui est très clair là-dessus, puisque sans augmentation de notre marge bénéficiaire, on ne pourra pas pérenniser nos entreprises. N'oublions pas que le métier d'ambulancier s'est énormément développé. Aujourd'hui, ils sont devenus aussi des logisticiens de transport. Donc c'est dans tout ce côté-là qu'on ne peut que cautionner et sponsoriser. Ça fait partie de l'ensemble. Et on est dans une ligne. Alors, je n'aime pas employer le terme gagnant-gagnant parce qu'il est un peu galvanisé. Par contre, effectivement, on a une mutualisation de gains à faire. Et celui qui gagnera finalement, c'est le contribuable au bout du compte, ou en tout cas l'assuré social. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ces sujets et l'évolution, en effet, du transport sanitaire en France et notamment dans notre région aujourd'hui. Merci, à bientôt. Merci. Pour revoir ce programme, lcm.fr.